Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 19 septembre 2014, les principaux titres du journal. Des opérations, celles de reboisement au niveau du secteur 8 de la ceinture verte de Nouakchott. Ce sera donc à partir de demain. 4 départements ministériels sont concernés par les opérations de demain. Et puis, une distribution, celle des matériels pour les agriculteurs dans la localité de Gougui, Zemal ou Hod El Gharbi, une distribution entreprise par l'Agence nationale Tadamon. Des frappes, celles entreprises par la France contre les positions de l'État islamique en Irak, des frappes aériennes, une première pour la France. Et puis, pour parler de ce reboisement, nous avons un invité du journal aujourd'hui. Nous devons voir l'image. Voilà, c'est le directeur de l'agence chargée de la Grande Muraille Verte et coordinateur du programme spécial de protection de la ville de Nouakchott. Monsieur le directeur, bonsoir et à tout à l'heure. Nous commençons d'abord par ces assurances données par le ministre de la Santé en ce qui concerne la fièvre Ebola. Des assurances qu'il a données hier lors de la conférence de presse donnée par certains ministres après la réunion du Conseil des ministres. Alors, ce qu'a dit le ministre de la Santé avec vous, Cheikhna, Cheikh Saadbou. Le ministre de la Santé, Ahmedou Haddamin Ouljelvoun, a rassuré les journalistes et à travers eux l'opinion publique sur le fait qu'il n'y a pas de cas d'Ebola en Mauritanie ni dans les pays voisins, demandant toutefois d'être vigilants et prévenants vis-à-vis de cette pandémie. Il a appelé les hommes des médias à jouer pleinement leur rôle dans l'éclairage de l'opinion, à sa mobilisation et à son orientation pour qu'elle se prémunisse contre ce fléau. Ahmedou Haddamin Ouljelvoun a encore précisé que dans la communication présentée en Conseil des ministres portant sur les mesures de vigilance et de contrôle pratiquées au niveau des points de passage pour contrer la propagation de la fièvre Ebola, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette maladie et notamment pour la prévenir tant au niveau du ministère qu'à celui des points de passage et des hôpitaux, notant que les autorités sanitaires sont prêtes pour faire face à tout cas qui se déclarerait et à suivre la situation épidémiologique au niveau de la sous-région. Le ministre a abordé le bilan global des personnes atteintes dans les pays africains, bilan qui a atteint les 5 481 cas sûrs, dont 2 671 sont décédés, avant de passer en revue les manifestations de la maladie et ses moyens de transmission, ainsi que sa période d'incubation fixée à 21 jours. Voilà donc pour ces assurances données par le ministre de la Santé, c'était hier à propos de la situation d'Ebola dans les pays environnants et au pays ici en Mauritanie. Nouakchott a connu aujourd'hui une coupure généralisée d'électricité. C'était tôt ce matin, durée de cette coupure, 6 heures d'horloge. Alors, quelles sont les raisons de cette coupure? Élément de réponse avec Abdelrahman Hammedan. La coupure de l'électricité qu'a connue la ville de Nouakchott aujourd'hui est due à une panne technique qui a provoqué une masse électrique au niveau du transformateur qui alimente la capitale. Cela s'est produit dans la centrale d'Arafat et a causé la blessure d'un employé de la société de gestion de Manantali qui effectue actuellement des travaux de maintenance dans cette centrale électrique. L'employé blessé a été évacué à temps à l'hôpital et les travaux de la remise en état de la centrale ont été accomplis avec succès par les techniciens. Il s'agissait d'un entretien d'une cellule, d'un transformateur. Et donc, les techniciens concernés, apparemment, il y a un choc électrique qui a occasionné le déclenchement général de l'électricité pour la ville de Nouakchott. Les travaux de la remise en état ont été effectués par l'équipe technique de la centrale et le temps était très court par rapport au volume de travail effectué. Donc, on a pu remettre la ville de Nouakchott dans 5 heures, après avoir isolé la cellule concernée par rapport au reste des cellules et débranché électriquement et physiquement cette cellule du reste du matériel. Donc. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed El Khouna, accompagné du directeur général de la Somelec, ont visité le technicien blessé à l'hôpital et se sont rassurés de son état de santé. Voilà, bon rétablissement alors. Alors, je vous le disais en titre donc,
avec l'environnement, une page environnementale avec ces opérations de reboisement donc au niveau de la ceinture verte de Nouakchott. Ce sera à partir de demain sous la supervision du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Lieu de ces opérations demain, ce sera le secteur 8. 4 départements ministériels sont concernés, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministère de l'Habitat, de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Agriculture et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Sur ces opérations donc, dont on va parler tout à l'heure avec notre invité, en avant-papier avec Bokar Bailaba. Un pays dont les 2/3 du territoire sont désertiques doit être sensible aux questions environnementales. Et demain, les Mauritaniens renouveleront une expérience qui date de 2010. Il s'agit de reboiser la ceinture verte de la ville de Nouakchott. L'objectif est de protéger notre capitale contre l'ensablement et l'avancée de la mer. Une initiative du président de la République est mise en œuvre en août 2010 après l'élaboration du projet dont l'idée a été lancée suite à la participation du chef de l'État au sommet de Copenhague sur le climat. Alors, tout est fin prêt pour la journée de demain, dont le top départ sera donné au nord-est de Nouakchott. Comme les éditions précédentes, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui pilotera cette opération de reboisement. Une opération qui verra la participation de plusieurs départements ministériels. Pelles, plans, brouettes, bassines d'eau, toute la logistique sera mise à profit pour la réussite de cette opération. Les superficies programmées pour le reboisement ont été réparties entre les départements ministériels et les établissements du tutelle afin de planter quelques 100 000 arbustes sur 250 hectares. Le tissu végétal limite la désertification et préserve le tissu urbain, en particulier les zones avoisinant la ceinture verte de Nouakchott. Une ville bordée par des dunes de sable mouvants qui la menacent. C'est pourquoi il appartient à tout citoyen de prendre conscience de ce défi et d'y faire face avec les moyens disponibles. Voilà donc pour ce reportage, nous avons un invité pour parler donc de ces opérations, M. Cheikhna Ould Mohamed Salem, qui est directeur de l'agence chargée de la Grande Muraille Verte et en même temps coordinateur du programme spécial de protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée des dunes et contre les incursions marines. Et c'est en ce dernier titre, au titre de votre fonction de coordinateur qu'on vous invite ce soir. D'abord, j'ai dit que les opérations vont commencer demain. Ça va commencer à quelle heure? Merci. Les opérations commencent à partir de 7 h du matin. Donc, tout le personnel de ces 4 départements que vous venez de citer, savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministère de l'Agriculture sont conviés, tout leur personnel est convié à partir de 6 h 30 au niveau de la mosquée Ibn Abbas. Toutes les mesures sont prises pour leur transport. Plus de 25 tout-terrains, des bus sont mis à leur disposition. Et le trajet est jalonné à partir du virage qui se trouve sur l'axe Nouakchott-Agjoust. Et de ce virage, la route est jalonnée jusqu'au site. Et donc, mais c'est-à-dire que si les voitures, si ces mesures sont prises, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens du ministère de l'Environnement qui sont là pour indiquer... Tout à fait. Il y a des commissions qui sont mises à disposition pour l'organisation de toute cette logistique et qui vont organiser le plan d'acheminement de ces ministères. Donc, ils sont conviés à être sur place à la mosquée à 6 h 30 pour être acheminés sur le bloc 8, où la journée du 20 septembre sera la journée de lancement de la campagne de reboisement 2014 sous la présidence effective de son Excellence, le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamin. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de reboisement. En fait, vous m'avez dit qu'il s'agit en fait moins de reboisement que de garni. Quelle est la différence? Tout à fait. Les années passées, on avait des cordons dunaires qui étaient un mouvement qui était nu.
et nous avons opéré des reboisements sur de grandes superficies parce que les cordons étaient nus. Dieu merci, il y a eu des pluies, il y a eu taux de réussite important. Ce que nous faisons cette année, c'est un regarni pour pouvoir atteindre la densité de 400 plants à l'hectare. Donc c'est un travail qui est un peu technique. Mais en quoi consiste ce regarni? C'est-à-dire... Ce regarni, c'est que vous êtes sur une parcelle où il y a des plants déjà. Donc il faut respecter l'écartement entre les plants qui sont vivants là-bas et ceux que nous devons planter pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les plants. Et dans ce cadre, le département a mobilisé tous les techniciens du programme spécial et ceux du ministère de l'Environnement pour encadrer tout ce personnel pour qu'ils respectent techniquement cette densité et cet écartement. Donc, tous les départements qui seront conviés demain auront un encadrement rapproché. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que nous demandons à tous les départements d'éviter de faire rentrer les véhicules au niveau du bloc parce qu'il y a beaucoup de plants, beaucoup d'arbres qui sont vivants, même il y a une nouvelle régénération qui existe et il y a une flore qui commence à exister. Il y a une vie déjà. Une vie déjà au niveau de ces blocs-là. Donc, nous demandons à tout ce personnel qui sera demain sur ces blocs pour les planter, de respecter... De laisser les voitures dehors. De laisser les voitures dehors et de respecter les consignes techniques de plantation. Et donc, comme on parle de régénération, de regarni, c'est-à-dire qu'il y a déjà une plante. On va parler un peu du bilan des dernières campagnes. Alors, quel est le taux de réussite à peu près puisque ça fait des années, ça fait quelques 3 années. Tout à fait. Quand on plante au niveau des cordons ordinaires qui sont nus, qui sont en mouvement, pour lesquels il faut stabiliser là d'une part une fixation mécanique, il faut planter et replanter. Et la dernière évaluation que nous avons faite, et vous aurez les images demain au niveau du bloc 8, nous pensons qu'il dépasse les 70% en moyenne au niveau de l'ensemble des blocs qui ont été plantés les années passées. Ça veut dire qu'il y a quand même des arbres déjà qui poussent. Il y a une végétation. Il n'y a pas quelque chose qui pousse, il y a déjà une végétation. Il y a des arbres, il y a du panicum comme espèce d'herbacée, il y a de la régénération, il y a, comme je viens de vous dire, une flore. On a certains oiseaux. Des animaux? Tout à fait, des lièvres, des serpents. Donc c'est une vie. Donc c'est la diversité biologique qui commence sur des cordons ordinaires qui étaient en mouvement. Sur tous les secteurs de c'est du concret. C'est du concret. Et quand on parle de la verdure, certainement vous en souffrez. Qu'est-ce que vous faites avec les animaux errants? Ça, c'est un grand problème. Ce n'est pas uniquement les animaux, mais au niveau de l'empiètement sur l'emprise des blocs. Il y a beaucoup de gazra. Et malheureusement, au niveau encore de ces gazra, c'est des gens qui ont un élevage de cases. Donc, il y a un élevage qui pose problème au niveau de ces blocs. Et nous avons des gardiens qui passent toute la journée à contrecarrer ces bergers et ces animaux qui parfois sont en divagation. C'est une très forte contrainte qui est opposée à la nouvelle ceinture verte. Et qu'est-ce que vous faites pour vous protéger contre ça? Nous avons nos blocs pas de grillage? Nos blocs sont clôturés. Et comme vous savez, il y a des parties de ces clôtures qui sont défectueuses. Et nous avons encore des gardiens. De temps en temps, nous faisons des réfections de ces clôtures. Et nous avons des gardiens qui sont sur place. Et qui pourchassent ces animaux qui sont en divagation et qui menacent même leurs bergers, qui parfois veulent faire entrer leurs animaux dans les blocs parce qu'il y a de la végétation, il y a de la verdure. D'accord. Il n'y a pas encore de chacals, non? Si, il y a beaucoup de chacals au niveau de ces blocs. Bon, alors demain, donc, c'est le lancement. Est-ce que ces opérations vont se poursuivre ou bien ce sera chaque semaine ou ce sera tous les jours ou ce sera tous les week-ends, je veux dire? Demain, c'est le lancement. C'est le lancement, oui. Demain, c'est le lancement, comme j'ai dit, sous la présidence effective de son Excellence le Premier ministre. Les blocs sont bien fournis et nous pensons que... La prochaine étape, c'est de faire du regarni, mais un regarni qui est bien ciblé, qui respecte les normes techniques en la matière.
Ça veut dire que le week-end prochain, il y aura également des opérations. C'est le département qui en déterminera. Ah, c'est le département de l'environnement qui organise. Oui. D'accord. Voilà, monsieur le directeur, merci d'avoir accepté nos invitations et merci notre invitation et merci de tous ces éclaircissements et bonne chance pour demain pour ces opérations de régarni. J'ai bien corrigé, je ne vais pas dire reboisement, vous l'avez remarqué, c'est ça, voilà. Merci, c'était donc monsieur Cheikh Mohamed Salem qui est, je rappelle, directeur de l'agence chargée de la Grande Muraille Verte et en même temps coordinateur du programme spécial de protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée du dîne et contre les incursions marines. Encore une fois, merci. Nous allons poursuivre ce journal, vous pouvez le suivre en direct avec nous. Je vous amène maintenant dans l'est du pays où se poursuit la tournée là-bas du directeur de l'Agence nationale Tadamon et nous nous intéressons ce soir à son étape de Gogui Zemal. Alors, précision avec Cheikh Saad Bou. À Gogui Zemal, dans la wilaya du Houd al-Qarbi, le directeur général de l'Agence nationale Tadamon, en compagnie de ses collaborateurs et du wali de la dite wilaya, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux sur les chantiers financés par l'agence. Il s'agit notamment de l'école de la localité de Gogui Zemal et de sa mosquée. Autre projet que le directeur général de l'Agence nationale Tadamon a mis à profit au cours de cette visite, c'est la distribution de matériels agricoles au profit des agriculteurs, ce qui va permettre de renforcer la capacité de production de ces agriculteurs. Maître Hamdioul Mahjoub, directeur général de l'Agence nationale Tadamon, a souligné à l'occasion que le but de son agence est de combattre les séquelles de l'esclavage et de lutter contre la pauvreté et la marginalisation par le biais d'infrastructures socio-éducatives, affirmant que c'est l'une des priorités des pouvoirs publics. Le wali du Houd al-Qarbi, Moulay Ibrahim Moulay Ibrahim, a quant à lui loué les efforts de l'Agence nationale Tadamon, rappelant qu'elle a mis en place plusieurs projets de développement sociaux sur l'ensemble du territoire national dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Les habitants de cette localité ont bien accueilli ces réalisations. Ils ont tour à tour remercié l'Agence nationale Tadamon tout en présentant un ensemble de doléances relatives entre autres aux problèmes d'eau. Des doléances que le directeur général de l'agence, Maître Hamdioul Mahjoub, s'est engagé au nom de son institution à résoudre. Voilà donc pour cet élément sur Gogui Zemal. En tout cas, ici au studio, je n'entendais pas la voix. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. En tout cas, au Houd al-Qarbi, comme dans toutes les autres wilayas du pays, eh bien, l'air c'est au préparatif de la rentrée scolaire 2014-2015. Le compte à rebours a commencé. Il reste encore quelques jours et vous pouvez vous en rendre compte, c'est le branle-bas au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bokar Bay là-bas. L'ouverture des classes, c'est pour bientôt. Pour l'instant, c'est le calme plat qui règne dans ces cours de récréation des établissements scolaires du pays. Des établissements, du moins pour certains, ont des pieds dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, les dernières pluies ont laissé des traces. Équipement scolaire, fonctionnalité des établissements, affectation des professeurs ou enseignants, perfectionnement du personnel d'encadrement, voilà l'équation que devra résoudre le département de l'éducation. Alors, l'école mauritanienne est-elle fin prête pour accueillir les élèves le jour J? Le département de l'éducation a pris les mesures qui conviennent afin que cette année, l'année scolaire 2014-2015, soit débute dans les meilleures conditions. Je peux donc citer en guise d'exemple les affectations qui ont été faites tout dernièrement et qui répondent à des critères clairs et transparents. Nous avons débuté par le personnel d'encadrement, les directeurs, les chefs d'établissement secondaires et les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale. Et aujourd'hui ou demain, nous publierons les affectations liées aux instituteurs et aux professeurs. Une éducation dynamique ne se réduit pas seulement au nombre d'établissements implantés par-ci et par-là,
Cela suppose aussi un personnel d'encadrement bénéficiant d'un perfectionnement de haut niveau. Au niveau du département de l'éducation, un plan d'action concernant le perfectionnement des enseignants a été mis sur pied. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que rentre la présente session de formation dont ont bénéficié 1765 instituteurs et 515 professeurs qui sont actuellement en formation dans 4 sites du pays, le Ayoun, le Kifa, Alec et Nouakchott. Nous allons continuer sur cette lancée pour que le personnel enseignant et les personnels d'encadrement bénéficient des formations adéquates. On ne le dira jamais assez. L'éducation est un investissement de longue haleine qui exige des efforts soutenus et des politiques cohérentes. Tout à fait autre chose dans ce journal pour parler de ce qu'on appelle communément les métiers libres pour désigner pêle-mêle électricien, mécanicien, plombier, serrurier, maçon, et la liste est loin d'être exhaustive. En tout cas, Abdelrahman Hamadan a fait un tour du côté de la polyclinique ici à Nouakchott. Voici son reportage. Ici, à proximité du marché capital, des dizaines d'ouvriers artisanaux ambulants se trouvent sur la route dans l'attente des opportunités occasionnelles d'emploi. La plupart de ceux-ci sont des plombiers, des électriciens ou des ouvriers des travaux de construction qui ont appris leur métier à travers l'expérience. Ce secteur informel absorbe un taux considérable de la main-d'œuvre nationale et contribue à la réduction du chômage à l'échelle nationale. Mais les citoyens qui exercent ces métiers parlent de difficultés qui entachent leur travail, notamment la concurrence étrangère et les manques d'expérience. Pour venir en remède à cette situation, les autorités compétentes ont adopté ces dernières années une politique tenant en compte les besoins de marché de travail et le renforcement des capacités et des savoir-faire de la main-d'œuvre nationale. La formation technique et professionnelle a fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du gouvernement ces dernières années. Cet intérêt s'est d'abord exprimé par la création d'un département qui s'occupe de la formation professionnelle, son intégration avec l'emploi pour avoir une vision globale des problématiques de l'emploi et de la formation professionnelle, également sa connexion par rapport aux nouvelles technologies pour pouvoir avoir l'effet des nouvelles technologies sur l'activité du département. En termes de stratégie, la stratégie du gouvernement en matière de formation professionnelle vise 3 principaux axes. Le premier axe, c'est un axe de qualité, parce que ce qui est constaté, c'est que les difficultés d'insertion que peuvent rencontrer des lauréats de la formation professionnelle proviennent essentiellement de la qualité de la formation. Donc la qualité est un axe prioritaire dans la politique du département. Elle est abordée à travers l'élaboration des programmes d'abord pour avoir les supports pédagogiques nécessaires, la formation des enseignants qui sont un élément fondamental de la qualité et la mise à niveau des équipements des établissements de formation existants. Le deuxième axe, c'est un axe de développement de la capacité d'accueil pour pouvoir répondre aussi quantitativement à la demande de l'économie. Et dans ce cadre, des efforts importants ont été faits ces dernières années et ont permis de doubler la capacité d'accueil qui a dépassé actuellement 5000 places. Et le troisième axe, c'est l'ancrage de la formation par rapport à la demande du marché. Bien entendu que la volonté de ces personnes de participer aux formations professionnelles dispensées par les structures en charge reste les facteurs déterminants de la réussite de cet effort public qui a pour objectif la création d'une main-d'œuvre nationale qualifiée et compétente. Voilà, je vous propose maintenant un tour du côté de notre capitale économique. Notre capitale économique, où sont actuellement prises des mesures pour donc régulariser, pour mettre de l'ordre dans la circulation dans la ville, des mesures prises par les autorités concernées, autrement dit les services de transport routier, avec la collaboration des services de sécurité. Aminata Khan. Plus de 1500 voitures de location et taxis numérotés sont enregistrées au niveau de l'autorité du transport routier dans la capitale économique Nouadhibou, rattachée au ministère de l'Équipement et des Transports. Pour contrôler, réguler et sécuriser le transport interurbain, les autorités au niveau
de la capitale économique ont tout mis en œuvre. La capitale économique d'un pays doit être dotée des moyens de transport fiables et sûrs, déclare ce citoyen. Cette dame affirme que les taxis doivent avoir une couleur et un numéro pour la sécurité et le confort des citoyens. Les propriétaires des bourses saluent cette décision prise par les autorités, c'est ce que nous confirme ce vendeur de voitures. Il exprime toute sa satisfaction. Ce taximan déclare que l'autorité de transport au niveau de la wilaya de Darlet Nouadhibou doit tout mettre en œuvre pour régulariser le problème du transport et mettre fin au désordre. Au niveau de l'autorité de régulation des transports routiers dans la wilaya de Darlet Nouadhibou, nous avons rencontré le directeur régional Mohamed Zoul-Roulam qui a indiqué que le transport urbain dans la ville de Nouadhibou va être réorganisé. Désormais, les conducteurs doivent peindre leur voiture en vert et s'acquitter des frais de transport, d'assurance en plus des visites technique et avoir une licence. Toutes ces mesures ont été prises et mises en vigueur pour régulariser le statut du conducteur et débarrasser la ville du désordre. L'autorité de régulation du transport routier, en collaboration avec les autorités administratives au niveau de la wilaya de Darlet Nouadhibou, ne ménageait aucun effort pour réorganiser le transport interurbain dans cette ville au grand bonheur des conducteurs et usagers. Ahmed Khan, vous restez avec nous, vous nous amenez cette fois dans l'est du pays pour nous parler donc des marchés hebdomadaires, de leur importance, de leur rôle dans le cadre des échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Mali. Dans plusieurs localités de la wilaya du Hod el-Gharbi, les marchés hebdomadaires constituent une occasion de rencontre et d'échange des marchandises. Ici, au marché d'Ain Varba, divers produits sont exposés. Ces lieux, tant prisés par les commerçants, sont un carrefour où se côtoient l'offre et la demande. Toutes sortes de marchandises et produits alimentaires sont exposés ça et là, notamment les denrées de première nécessité qui sont cultivées dans cette wilaya transfrontalière. Les vendeurs de maïs se frottent les mains, c'est ce que nous confirme ce commerçant qui déclare que la culture était abondante cette année, ce qui a eu un grand impact sur le marché. Il ajoute que le kilo de maïs coûte 400 ouguiya. Dans ce marché, les artisans ne sont pas en reste. Cette dame confectionne et coud les voiles. Elle nous confie qu'elle exerce ce métier depuis plusieurs années et que le marché hebdomadaire représente une aubaine pour elle. Un échange séculaire des produits mauritaniens et maliens se font dans le marché hebdomadaire d'Ain Varba et peut être d'un grand apport pour l'économie de cette wilaya transfrontalière. Voilà, merci de suivre les JTF des Mauritaniens. La suite du journal avec Ebola, cette fièvre hémorragique qui s'est vue, vous le savez, en Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait 2671 morts sur plus de 5000 cas. Déclaré tout à l'heure le ministre de la Santé sur l'élément dans lequel nous avons commencé ce journal. Eh bien, les Nations Unies lancent un cri d'alarme. Ils disent qu'elles ont besoin d'1 milliard de dollars pour éradiquer cette maladie. Les États-Unis viennent d'annoncer un véritable plan justement dans le cadre de la lutte contre cette maladie. 3000 militaires américains seront envoyés en Afrique de l'Ouest dans le cadre de cette lutte. Leur base sera Monrovia, la capitale du Libéria, l'un des pays les plus touchés donc par cette maladie, tout comme d'ailleurs la Sierra Leone, dont les autorités ont décidé un confinement général des populations sierra-léonaises à partir d'aujourd'hui, 19 septembre, et cela jusqu'au 21 septembre prochain. Donc, un confinement pour, disent-ils, tenter de découvrir les cas cachés de cette maladie qui sévit dans leur pays. Et puis l'Irak avec ses premières frappes françaises qui viennent d'être annoncées par le président français François Hollande. C'était à l'occasion d'une réception qu'il a accordée au roi Abdallah II de la Jordanie, aujourd'hui aux Champs-Élysées. Donc des frappes aériennes contre des positions des djihadistes de l'État islamique. Ces frappes ont commencé ce matin, elles ont visé des positions qui se trouvent dans la région de Mossoul et la France devient ainsi le premier pays à participer à la campagne
de ces frappes aériennes entreprises depuis plusieurs semaines par les États-Unis contre donc l'État islamique très actif en Syrie et en Irak. L'Ukraine avec peut-être le début d'une solution, en tout cas des négociations de paix ont commencé ce matin à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Des négociations qui regroupent d'un côté le gouvernement de Kiev, de l'autre les séparatistes pro-russes qui demandent l'autonomie des régions de l'Est de l'Ukraine, et la Russie participe donc à ces négociations de paix qui ont commencé aujourd'hui. Les relations entre Pékin et New Delhi, des relations qui sont au centre donc, de la visite entreprise actuellement dans la capitale indienne par le président chinois qui s'est entretenu ce matin et aujourd'hui bien sûr avec le Premier ministre indien, des entretiens qui ont porté sur la coopération entre les deux géants de l'Asie, les deux pays les plus peuplés du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, les principales informations, ces opérations de reboisement, ou plutôt ces opérations de regarni, comme disait tout à l'heure mon invité, au niveau du secteur 8 de la ceinture verte de Nouakchott. Ce sera à partir de demain. 4 départements ministériels sont concernés. Et puis dans ce journal, nous avons parlé également de cette distribution faite par le directeur de l'Agence nationale Tadamon de matériel agricole au profit des agriculteurs de Gogizmal, cette localité du Hod El Gharbi. Et ici, c'est le président français qui reçoit le roi de Jordanie, l'occasion pour lui d'annoncer donc ses premières frappes aériennes françaises contre les positions des djihadistes de l'État islamique en Irak. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.